Ma famille m'a appelé le mouton noir pendant 30 ans et m'a fait signer un document pour renoncer à tout. Tu n'as jamais contribué à cette famille. Le moins que tu puisses faire est de ne pas en prendre. 12 personnes étaient assises à cette table. Pas une seule ne prit la parole. Alors j'ai posé le stylo et j'ai dit, vous vivez sur mes terres depuis 17 ans sans le savoir. Leurs visages pâlirent. Personne ne bougea pendant 30 secondes. Je m'appelle Iris Mallery. J'ai 32 ans. Et voici l'histoire de comment la famille qui a passé 30 ans à m'appeler leur mouton noir a fini par vivre sur mes terres, en me payant un loyer chaque mois. Avant de vous raconter comment cela s'est passé, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, mais seulement si cette histoire a déjà retenu votre attention et laissez un commentaire. Avez-vous déjà été celle que votre famille a sous-estimée? Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le mot au mouton noir m'est venu pour la première fois quand j'avais 9 ans. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment où cela fut prononcé, mon grand-père est rentré et a décroché le téléphone. Il a appelé un avocat le même après-midi. Il ne m'a jamais rien dit. Il n'en avait pas besoin. La ferme de la famille Mallery se trouvait à 11 miles de Billings, Montana. 200 acres de prairies, une ferme blanche avec un porche enveloppant, une grange debout depuis 1953. De la route, cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'une carte postale. Le genre d'endroit devant lequel les gens passaient en disant « ça, c'est une vraie maison américaine ». À l'intérieur, c'était une autre histoire. Nous étions 4. Mon père Conrad, ma mère Pete, ma sœur Brooke, et moi. Brooke avait 3 ans de plus. Dans notre maison, 3 ans aurait pu être un continent. La chambre de Brooke faisait face aux montagnes. Des fenêtres du sol au plafond, la lumière du matin, une vue qui changeait de couleur à chaque saison. Ma chambre faisait face à la grange. J'ai passé mon enfance à m'endormir au son du bétail. Quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi Brooke avait la meilleure chambre. Elle n'a pas hésité. Brooke est sensible, dit-elle, pliant le linge sans lever les yeux. Elle a besoin de la vue. Je suis resté là un instant, attendant le reste de l'explication. Il n'y en a pas eu. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai regardé par ma fenêtre le toit de la grange et j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal. Je n'ai jamais trouvé de réponse, car il n'y en avait pas. C'était juste comme ça dans la maison Mallery. Mon père, Conrad, était un homme silencieux. Pas silencieux d'une manière pensive. Silencieux de la manière dont une personne devient silencieuse lorsqu'elle a décidé que maintenir la paix est plus important que de dire la vérité. Il travaillait à la ferme, rentrait pour le dîner, approuvait de la tête tout ce que ma mère disait, et allait se coucher. Pendant 30 ans, ce fut toute sa contribution à ma vie. Ma mère, Pete, était tout autre chose. Elle était organisée, méticuleuse, le genre de femme qui tenait un tableur des budgets de cadeaux de Noël et codait par couleur le calendrier familial. Elle a présidé le comité de collecte de fonds de l'église locale pendant 11 années consécutives. Tout le monde à Billings pensait qu'elle était merveilleuse. À la maison, elle avait une autre sorte de précision. Elle savait exactement combien d'attention chacun de nous avait besoin, et elle l'allouait en conséquence. Brooke obtenait de la chaleur, de la patience, des éloges et le bénéfice du moindre doute. J'obtenais des instructions, des corrections et le sentiment persistant que ma présence dans la maison était quelque chose à gérer plutôt qu'à célébrer. Elle n'a jamais élevé la voix contre moi. Elle n'en a jamais eu besoin. Un regard froid de Pete Mallery communiquait tout ce qu'un cri pouvait et plus encore. Ensuite, il y avait Brooke. Brooke était belle de la manière qui faisait que les adultes utilisaient des mots comme « pleine d'entrain » et « vivace ». Elle savait comment entrer dans une pièce et faire sourire les gens. Elle savait pleurer exactement au bon moment. Elle a su très tôt que l'amour de sa mère était une ressource et elle savait comment s'assurer que la majorité de cet amour coule dans sa direction. Elle n'était pas stupide. C'est ce que les gens n'ont jamais compris à propos de Brooke. Elle était très intelligente, juste pas de manière à ce que cela apparaisse sur les bulletins scolaires. Ses notes étaient moyennes. Mes notes étaient exceptionnelles. Notre mère trouvait des moyens de faire pointer ces deux faits vers la même conclusion, Brooke était celle qui valait la peine d'être investie. Brooke fait tellement d'efforts, disait-elle, regardant la moyenne de 2,8 de Brooke avec quelque chose comme de la tendresse. Ma moyenne de 4,0 était classée dans un tiroir. Aucun commentaire.
L'été de mes 9 ans, notre famille élargie s'est réunie à la ferme pour un pique-nique du 4 juillet. Tante, oncle, cousin, table pliante sur l'herbe, salade de pommes de terre, cierge magique après la tombée de la nuit. Le genre d'après-midi qui ressemble à un souvenir avant même d'être terminé. Mon cousin Tané avait 13 ans cet été-là. C'était le genre de garçon qui avait toujours besoin d'un public, toujours besoin d'une cible. Cet après-midi-là, il en a trouvé une. Je ne me souviens pas ce que j'avais fait. Probablement rien. J'étais assise près de la clôture, seule, regardant un coléoptère se déplacer dans l'herbe, ce qui était apparemment une offense suffisante. Tané s'est approché avec 2 de ses amis, m'a regardé longtemps et a dit assez fort pour que tout le pique-nique l'entende, « Pourquoi fait-elle toujours ça ?» Juste assise là, seule, comme une excentrique. C'est un tel mouton noir. Rire des amis, d'un oncle proche qui aurait dû savoir mieux. J'ai levé les yeux. Ma mère se tenait à 10 pieds de là. Elle a entendu chaque mot. Elle a souri. Pas un grand sourire, juste les coins de sa bouche. Juste assez pour dire à Tané qu'il avait dit quelque chose avec lequel elle était d'accord mais qu'elle ne pouvait pas dire elle-même. Mon père se tenait à côté d'elle. Il a regardé le sol. Brooke, assise à la table principale, l'a répété plus tard ce soir-là, puis le lendemain, puis le jour d'après. À la fin de cet été, mouton noir n'était plus une insulte. C'était juste mon nom. Ce que je ne savais pas, ce que je ne saurais pas avant 23 ans, c'est que mon grand-père, Auguste, se tenait près du porche arrière quand Tané l'a dit. Il a tout entendu. Il n'a pas dit un mot à qui que ce soit au pique-nique. Il est rentré, a décroché le téléphone et a appelé une avocate nommée Céleste Bain dans le centre-ville de Billings. Je l'ai découvert plus tard, beaucoup plus tard. Auguste Mallery était le père de mon père. C'est lui qui avait construit la ferme, travaillé la terre pendant 40 ans et élevé un fils qui s'est avéré ne pas lui ressembler du tout. Il était grand, 1,83 m même à 70 ans. Ses mains étaient celles d'un homme qui avait passé sa vie à faire un travail réel. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, les gens l'écoutaient. Il avait cette qualité que certains hommes âgés possèdent, où leur silence semble pesant et leurs paroles, des décisions. Il était la seule personne de ma famille qui m'appelait par mon nom sans que cela ressemble à une légère déception. Il m'emmenait dans le champ nord quand j'étais petite, juste nous deux, et nommait les herbes. L'Andropogon scoparius, l'herbe de bison, le Stipa comata. Il connaissait chaque espèce sur cette terre comme certaines personnes connaissent le nom de leurs enfants, avec amour, avec spécificité. Tu fais attention, m'a-t-il dit un jour. J'avais 7 ans. La plupart des gens ne le font pas. Toi, si. Je ne savais pas quoi faire de cela à 7 ans. Je l'ai quand même gardé. L'année de mes 9 ans, le même été où Tané m'a donné mon surnom permanent, quelque chose d'autre s'est produit que je n'ai compris que bien plus tard. Ma mère avait commencé à prendre de petites décisions concernant la ferme sans en parler à mon grand-père. Rien de dramatique, juste de petites choses. Changer le fournisseur d'aliments pour animaux, rediriger un courrier, déplacer de l'argent entre 2 comptes qui portaient tous 2 le nom Mallery. De petites choses. Mais Auguste l'a remarqué. Il ne l'a pas confronté. Ce n'était pas son genre. Il est juste devenu très silencieux. Et puis il a passé un coup de fil. Je ne savais rien de tout cela à 9 ans. Je savais juste qu'après cet été, mon grand-père a commencé à me regarder différemment. Non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus délibéré que cela, avec intention. Je ne le comprenais pas alors, mais je le comprendrai. Les étés à Billings sont longs, secs et impardonnables. J'ai appris cela à la dure quand j'avais 15 ans, l'été où ma mère a décidé que j'étais assez âgé pour être utile. Brooke avait 18 ans cette année-là. Elle venait de terminer sa première année de lycée et avait passé la majeure partie du mois de mai à parler d'un camp artistique d'été au Colorado. 6 semaines, peinture, photographie, écriture créative. La brochure avait des montagnes en couverture et un prix de $4200. Ma mère l'a réservé en une semaine après que Brooke l'ait mentionné. Brooke a un vrai don créatif, a-t-elle dit à mon père au dîner. Nous devons le nourrir. Mon père a hoché la tête. J'ai continué à manger. 2 jours plus tard, ma mère m'a assise à la table de la cuisine avec un autre genre d'annonce. La ferme a besoin de main-d'œuvre cet été, a-t-elle dit. Tu as 15 ans. Tu es forte.
Il est temps que tu apportes ta contribution. Je l'ai regardé. Et le camp? Le camp est pour les personnes qui ont besoin d'enrichissement. Elle s'est levée et a mis sa tasse de café dans l'évier. Tu as besoin d'apprendre comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Ce fut la fin de la conversation. Cet été-là, j'ai travaillé 80 heures par semaine. Je n'exagère pas ce chiffre. Je l'ai compté de nombreuses fois depuis, les retourner dans mon esprit comme une pierre. 80 heures. De 6 heures du matin jusqu'au soir. 7 jours sur 7 avec une demi-journée le dimanche si les clôtures étaient terminées. J'ai réparé les clôtures. J'ai transporté le fourrage. J'ai appris à conduire le tracteur parce que l'ouvrier agricole a démissionné en juillet et ma mère ne l'a pas remplacé. J'ai arraché les mauvaises herbes des fossés d'irrigation par une chaleur de 100 degrés Fahrenheit, environ 38 degrés Celsius, pendant que Brooke envoyait des cartes postales du Colorado avec des photographies de ses peintures scotchées à l'intérieur. Ces peintures n'étaient pas bonnes. Je dis cela non par amertume, mais par simple exactitude. C'étaient les peintures de quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie qu'elle était talentueuse sans jamais avoir été tenue de s'améliorer. Je n'ai jamais dit cela à voix haute. Cela n'aurait pas eu d'importance si je l'avais fait. À la fin de cet été, ma mère ne m'a rien donné. Aucun paiement, aucune reconnaissance. Quand l'école a commencé en septembre et que mon professeur d'anglais nous a demandé d'écrire sur ce que nous avions fait pendant l'été, j'ai écrit 3 pages sur l'érosion du sol et les systèmes d'irrigation. J'ai eu un A. Je ne l'ai pas dit à ma mère. J'avais déjà appris que ça ne servait à rien. 3 ans plus tard, j'ai été accepté à l'université du Montana avec une bourse d'études complète. Frais de scolarité, logement et repas entièrement couverts pendant 4 ans. J'avais travaillé pour ça depuis la 7e année. Chaque examen, chaque rédaction, chaque devoir de crédit supplémentaire. Ma moyenne générale était de 4,0. Mon essai de candidature portait sur les écosystèmes de zones humides le long de la rivière Yellowstone. Je l'ai découvert un mardi après-midi de mars, debout au comptoir de la cuisine avec la lettre d'acceptation à la main. Mon cœur battait si vite que je pouvais le sentir au bout de mes doigts. Ma mère était au téléphone dans la pièce d'à côté. J'ai attendu qu'elle finisse. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil à la lettre et a dit « Nous verrons si ça dure ». Puis elle s'est versé un verre d'eau et est retournée à son appel téléphonique. Ce soir-là, au dîner, j'ai attendu. Peut-être qu'elle en parlerait à mon père. Peut-être y aurait-il une petite reconnaissance, un hochement de tête, un mot, n'importe quoi. Conrad passa la salade à Brooke. Pete parla d'un problème avec la collecte de fonds de l'église. Personne n'a mentionné la bourse. Personne ne l'a mentionné cette semaine-là, ni la semaine d'après. Le mois suivant, Brooke a obtenu son permis de conduire à la 4e tentative. Ma mère a fait une réservation au Fieldhouse, le plus beau restaurant de Billings, à $12 l'assiette. Elle a commandé une bouteille de vin et a apporté un petit toast. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. J'étais assise de l'autre côté de la table et je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'y ai presque cru. Je suis parti pour l'université cet août-là avec 2 valises et $350 que j'avais économisés grâce à des petits boulots dans le quartier. C'était tout ce que j'avais. Dès la première semaine, j'ai réalisé que j'avais besoin de manuels. Ma bourse couvrait les frais de scolarité et le logement, pas le matériel de cours. La liste de lecture obligatoire pour mon premier semestre s'élevait à $380. J'ai appelé à la maison. Ma mère a répondu au 2e coup de sonnerie. J'ai besoin d'aide pour les manuels, ai-je dit. Juste cette fois. $380. Une pause. C'est beaucoup d'argent, Iris. Je sais, mais c'est obligatoire. Je ne peux pas suivre les cours sans eux. Une autre pause. Plus longue cette fois. Laisse-moi y réfléchir, a-t-elle dit. Elle n'a jamais rappelé. La même semaine, je l'ai découvert plus tard par une cousine qui ne savait pas qu'il ne fallait pas le mentionner. Ma mère a emmené Brooke au Rimrock Mall à Billings et lui a acheté un sac à main Coach pour $480. La raison, comme ma mère l'expliquait à divers parents, était que Brooke traversait une période difficile et avait besoin de se sentir confiante. Brooke travaillait à temps partiel dans un salon de manucure cet automne-là et vivait chez elle sans loyer. J'ai travaillé de nuit dans une pizzeria du campus 4 jours par semaine pendant 6 semaines pour acheter mes propres manuels. Je me suis dit que c'était bien,
que je construisais quelque chose, qu'un jour cela importerait que je l'ai fait moi-même. Je le crois toujours, mais je ne ferai pas semblant que cela n'a rien coûté. Le fait d'être traité comme inférieur pendant suffisamment longtemps fait que cela cesse de ressembler à une injustice et commence à ressembler au temps qu'il fait. On ne se déchaîne pas contre le temps. On met juste un manteau et on continue d'avancer. J'ai mis beaucoup de manteaux. J'ai cessé d'attendre des appels pour mon anniversaire. J'ai cessé d'attendre que mes notes soient mentionnées au dîner de famille. J'ai cessé d'attendre que ma mère me demande comment j'allais d'une manière qui nécessitait une réponse honnête. J'ai appris à célébrer discrètement, à avoir moins besoin, à prendre moins de place. Je me suis dit que c'était une force. Parfois, ça l'était. Parfois, c'était juste la survie déguisée en meilleurs vêtements. Mais ce qui était particulier avec Pet Mallory, c'est que la négligence ordinaire ne lui suffisait jamais tout à fait. Elle avait besoin que les documents correspondent aux sentiments. J'ai découvert cela pour la première fois l'été de mes 19 ans, à la maison entre 2 semestres, aidant mon grand-père à trier de vieilles boîtes d'archivage dans la grange. Auguste m'avait appelé spécifiquement un dimanche et avait dit qu'il avait besoin d'une paire de mains supplémentaires et de bons yeux. Nous avons passé un après-midi dans la grange avec de la limonade fraîche et 40 ans de registres agricoles. Au fond de la 3e boîte, j'ai trouvé quelque chose qui n'y avait pas sa place. C'était une demande de crédit. Financement d'équipement rural daté 8 mois plus tôt. Le nom de l'emprunteur était Conrad Mallory. Le co-signataire était Iris Mallory, âgée de 18 ans. Je n'avais jamais rien signé. On ne m'avait jamais demandé. J'ai tenu le papier longtemps sans rien dire. Auguste me regardait depuis l'autre côté de la boîte. Il m'avait vu le trouver. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il savait que c'était là. Grand-père, ai-je dit prudemment. Tu étais au courant de ça. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit très doucement. Je suis au courant de beaucoup de choses, Iris. Il m'a pris le papier des mains, l'a plié et l'a mis dans la poche de poitrine de sa chemise. Ne dis rien à ta mère, a-t-il dit. Pas encore. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais 19 ans et j'étais en colère et je voulais marcher droit dans la ferme et exiger une explication. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pas la peur, pas l'hésitation, mais la certitude. Comme un homme qui savait déjà comment l'histoire se terminait et attendait simplement le bon moment pour tourner la page. J'ai été diplômé de l'Université du Montana un samedi de mai. La cérémonie a eu lieu en plein air sur la place principale du campus sous un ciel si bleu qu'il semblait peint. 300 invités remplissaient les chaises pliantes. Le doyen lisait les noms par ordre alphabétique. Quand il a atteint « Mallory Iris », il a ajouté 3 mots que le doyen n'ajoutait pas pour tout le monde, avec les plus grands honneurs. J'ai traversé cette scène seul. Non pas métaphoriquement, mais littéralement seul. Chaque autre diplômé que je pouvais voir avait au moins un visage dans la foule. Il marchait vers une mère avec un téléphone levé, un père debout sur sa chaise, une grand-mère pleurant dans un mouchoir. J'avais répété de ne pas regarder. Je m'étais dit pendant des semaines que cela n'aurait pas d'importance. Cela importait. J'ai serré la main du doyen. J'ai accepté mon diplôme. Je suis retourné à ma place et j'ai fixé mon nom imprimé sur ce papier épais couleur crème et je me suis dit que c'était suffisant, que j'avais fait cela, que personne ne pouvait me l'enlever. Mon téléphone a vibré dans ma poche pendant les remarques finales. J'ai pensé pendant une seconde involontaire que ce pouvait être ma mère. C'était mon grand-père. J'ai tout regardé, a dit Auguste quand je me suis éloigné de la foule pour le rappeler. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de tendu. La diffusion en direct. Je l'ai enregistré. Tu as regardé la diffusion en direct. Acheté une nouvelle tablette la semaine dernière juste pour ça. Une pause. Ton cousin m'a aidé à la configurer. Ne le dis pas à ta mère. J'ai ri. C'est sorti plus tremblant que prévu. Iris. Sa voix a changé. Plus douce. J'ai vu chaque seconde. Chaque seule seconde. Tu m'entends? Je ne me suis pas fait confiance pour parler un instant. Je t'entends, grand-père. Bien. Une autre pause. Maintenant, va fêter. Tu l'as mérité. J'ai célébré seul dans un restaurant à 2 pâtés de maison du campus avec une part de tarte à la crème de coco et une tasse de café.
C'était le meilleur repas que j'ai eu en 4 ans. J'ai laissé un pourboire de $20 parce que j'avais envie d'être généreuse avec l'univers, même si l'univers n'avait pas été particulièrement généreux avec moi. 2 semaines après l'obtention de mon diplôme, je suis retourné à Billings pour récupérer le reste de mes affaires à la ferme. Mon ancienne chambre avait disparu. Pas seulement réaffectée, effacée. Le lit avait été remplacé par un rameur. Le bureau avait disparu. Ma bibliothèque, celle que j'avais construite moi-même avec des planches de pin en 9e année, avait été déplacée dans le garage et servait à ranger des pots de peinture. Les murs avaient été repeints d'une nuance de gris qui n'avait aucun souvenir de moi. Mes affaires étaient dans des cartons empilés dans le coin du garage à côté de la tondeuse à gazon. Je me suis tenu dans l'embrasure de ce qui avait été ma chambre pendant 18 ans et je n'ai pas été surprise. C'était le pire. Je m'y étais attendu. J'avais roulé 4 heures en m'attendant à trouver exactement cela, et j'avais eu raison. Pet apparut derrière moi. « Tu ne vis plus vraiment ici ?» a-t-elle dit. Brooke avait besoin d'un espace pour son équipement. Elle s'est montrée très engagée pour sa santé dernièrement. Je me suis retourné. Tu aurais pu m'appeler. Je ne pensais pas que cela poserait problème. Elle regarda par-dessus mon épaule dans la pièce grise. Tu es indépendante, Iris. Tu t'es toujours débrouillée. C'était encore là. Cette phrase qu'elle avait utilisée toute ma vie à la fois comme un compliment et un renvoi. Tu es indépendante. Tu te débrouilles. Traduction, nous n'avons pas à nous soucier de toi, ce qui signifie que nous n'avons pas à nous soucier de toi. J'ai porté mes cartons à ma voiture en 6 voyages. Ma mère est rentrée après le 2e voyage. Mon père regardait depuis le porche, les bras croisés, et ne disait rien. Brooke s'appuya contre l'encadrement de la porte de sa nouvelle salle d'exercice et me regarda charger la voiture. Quand je suis passé devant elle au 4e voyage, elle a dit sans lever les yeux de son téléphone, « Tu aurais dû appeler avant. Nous aurions mieux organisé les cartons. » Je n'ai pas répondu. J'ai quitté cette ferme en me disant que j'en avais fini. J'avais tort. Bien sûr, je serai rattrapé plus de fois que je ne peux le compter. Mais quelque chose a changé cet après-midi-là. Quelque chose de petit et d'important. J'ai cessé d'attendre de la chaleur de cette maison. Et quand on cesse d'attendre quelque chose, cela perd un peu de son pouvoir de vous blesser. Cet automne-là, j'ai commencé un programme d'études supérieures en sciences de l'environnement à l'Université des États de Portland, une bourse de recherche, entièrement financée, indemnité incluse. J'avais postulé en secret, n'en avais parlé à personne dans ma famille avant d'être déjà accepté. Quand j'ai appelé pour le dire à ma mère, elle a dit, « Portland est très loin. Je me demande qui va nous aider ici quand les choses seront compliquées. » J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai regardé le plafond un instant. « Je suis sûr que tu t'en sortiras, » ai-je dit. « Tu t'en sors toujours. » Elle n'a pas entendu l'écho. Ou peut-être l'a-t-elle entendu et s'en est-elle simplement moquée. Ce fut pendant cette première année à Portland que mon grand-père et moi avons commencé à nous parler régulièrement pour la première fois de notre vie. Pas seulement l'appel occasionnel des fêtes, mais de vraies conversations. Il appelait les dimanches soirs depuis la cuisine de la ferme et je m'asseyais sur le sol de mon appartement, le dos contre le radiateur, et nous parlions pendant 1 heure, parfois plus. Il me posait des questions sur ma recherche. J'étudiais la restauration des zones humides le long de la rivière Columbia, comment des marais dégradés pouvaient retrouver leur fonction. Comment des écosystèmes qui avaient été endommagés pendant des décennies pouvaient, avec les bonnes conditions, se rétablir. Auguste écoutait attentivement à chaque fois. Il posait de bonnes questions. Il comprenait la Terre d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Un dimanche soir de novembre, il a dit quelque chose que j'ai noté ensuite et gardé. La Terre se souvient, a-t-il dit. Les gens pensent qu'elle ne le fait pas, mais elle le fait. Tu la blesses, ça se voit. Tu en prends soin, ça se voit. Elle tient un compte même quand personne ne regarde. Je lui ai demandé s'il parlait toujours de ma recherche. Principalement, a-t-il dit après une longue pause. Puis un soir de printemps de ma 2e année à Portland, Auguste a dit quelque chose de différent. Nous parlions depuis près d'1 heure. La conversation avait serpenté à travers mon dernier projet, un souvenir d'un cheval qu'il avait possédé dans les années 70, et une recette de pain de maïs que sa mère avait l'habitude de faire. Des choses normales, des choses confortables. Puis, au milieu d'un silence,
il a dit, je veux que tu saches quelque chose, Iris, à propos de la ferme. J'ai attendu. Il y a des choses en place, a-t-il dit prudemment. Des choses que j'ai mises en place il y a longtemps pour m'assurer que la terre aille là où elle doit aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ce que j'ai dit. Sa voix était mesurée, délibérée, comme s'il avait répété cette phrase de nombreuses fois et s'assurait de la dire exactement comme il fallait. Cette terre connaît ton nom, gamine. Elle l'a toujours connu. Je pensais qu'il parlait en métaphore. Je pensais qu'il me disait qu'il m'aimait, qu'il me voyait, que malgré tout, la terre était connectée à mon histoire, à mon enfance et aux étés où je l'avais travaillée sans remerciement. J'ai dit, je sais, grand-père. Je t'aime aussi. Il est resté silencieux un instant. Ensuite, il y a une avocate à Billings. Son nom est Céleste Bain. Je dois te demander de te souvenir de ce nom. Céleste Bain, ai-je répété. Si jamais il se passe quelque chose, dit-il, si les choses se compliquent un jour, tu l'appelles. Tu comprends? Je comprends. J'ai écrit le nom au dos d'une enveloppe. Tout va bien? Tout va bien, a-t-il dit. J'ai juste besoin que tu aies ce nom. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses sans importance. Le pain de maïs, le temps, un nouveau veau né cette semaine-là dans le pâturage nord. Quand nous avons raccroché, j'ai regardé l'enveloppe longtemps. Puis je l'ai mise dans le tiroir de ma table de chevet et je me suis endormi. Je ne le savais pas alors, je n'aurais pas pu le savoir, mais cette conversation était la dernière normale que nous aurions jamais. 3 semaines plus tard, Auguste a été admis à la Billings Clinic pour une insuffisance cardiaque congestive, et Pet Mallory commença à passer ses propres appels téléphoniques. Ma mère a appelé un mardi matin d'octobre. J'étais à mon bureau au bureau de terrain de Portland, examinant les données de restauration d'un site marécageux le long du bas Columbia. Mon café était encore chaud. La pluie faisait ce que la pluie de Portland fait en octobre. Pas spectaculaire, juste persistante. Un rideau gris qui pendait devant la fenêtre depuis septembre. Mon téléphone s'est illuminé. Pet Mallory. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries avant de répondre. Ton grand-père est à l'hôpital, a-t-elle dit. Pas de salutation, pas d'adoucissement, juste le fait livrer comme elle livrait la plupart des choses, efficacement, sans chaleur, comme si l'émotion était une forme d'inefficacité qu'elle avait depuis longtemps optimisée. Clinique de Billings, insuffisance cardiaque congestive. Ils disent que c'est grave. À quel point grave? Assez grave pour que tu doives probablement venir. Une pause. J'ai attendu plus, quelque chose qui ressemblait à une fille appelant à propos de son beau-père, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Je monterai cette semaine, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit et a raccroché. Je suis resté avec le téléphone éteint à la main et j'ai regardé la pluie longtemps. Puis j'ai réservé un vol pour le lendemain matin, fait ma valise ce soir-là, et appelé le numéro de chambre directe d'Auguste à la Billings Clinic depuis la porte d'embarquement de l'aéroport. Il a répondu au 3e coup de sonnerie. Sa voix était plus mince que dans mes souvenirs, mais c'était bien lui. Tu n'avais pas besoin de venir, a-t-il dit. Je sais. Long trajet depuis Portland. J'ai volé. Une pause, puis doucement. J'ai atterri à Billings un mercredi après-midi et j'ai conduit une voiture de location directement à l'hôpital. Auguste était dans une chambre au 3e étage. 3e étage, elle est, fenêtre donnant sur les Rimrock. Bonne lumière, ai-je noté. Quelqu'un avait pensé à demander une chambre avec une bonne lumière. Ce n'était pas Pet. Je l'ai découvert par l'infirmière de l'étage qui a mentionné que c'était le cardiologue traitant qui avait spécifiquement demandé la chambre orientée à l'est pour Auguste parce que, selon son expérience, les patients bénéficiant d'une bonne lumière naturelle se portaient mieux. Personne dans la famille n'avait pensé à le demander. Auguste était assis quand je suis entré, plus mince que je ne l'avais vu depuis des années. Sa large carrure portait moins de poids qu'avant. Mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, délibérés, voyant tout. Tu as l'air terrible, lui ai-je dit. Tu ressembles à ta mère, a-t-il dit, ce qui signifie que tu ressembles à des problèmes. J'ai ri. C'était le premier vrai rire que j'ai eu depuis des jours. J'ai tiré une chaise à son chevet et nous avons parlé pendant 2 heures de choses sans importance et de choses très importantes, du pâturage nord et si le sol s'était remis de la sécheresse d'il y a 2 étés, d'un livre qu'il lisait.
d'un grand héron bleu qu'il observait depuis la fenêtre de la cuisine depuis 3 ans et qui avait finalement amené une compagne dans le marais en bordure de la propriété. Elle a choisi un bon endroit, a-t-il dit. Un oiseau intelligent. Ils le sont généralement, ai-je dit. Il m'a regardé un instant avec cette expression que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, celle qui signifiait qu'il disait 2 choses à la fois et me faisait confiance pour les entendre toutes les 2. Je lui ai serré la main et n'ai pas insisté. Les ennuis ont commencé le lendemain matin. Je suis arrivé à l'hôpital à 9 h du matin pour trouver Brooke déjà là, assise sur la chaise que j'avais occupée l'après-midi précédent. Elle ne parlait pas à Auguste. Elle était sur son téléphone, défilant. Une jambe croisée sur l'autre. Un café glacé à moitié bu, perlant de condensation sur la table de chevet. Auguste était réveillé, regardant la porte. Son visage a changé quand il m'a vu. Soulagé, ai-je pensé. Il avait l'air soulagé. Bonjour, grand-père. Je me suis penché et j'ai baisé son front. Brooke a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « Oh, tu es venu. » Je suis venu. Elle est retournée à son défilement. Je suis resté 3 heures ce matin-là. J'ai lu à Auguste son livre, une histoire des ranchs de bétail de l'Est du Montana, pendant que Brooke envoyait des SMS et riait occasionnellement de quelque chose sur son écran. À 11h30, elle s'est levée, a annoncé qu'elle avait une réservation pour le déjeuner et est partie sans dire au revoir à Auguste. Auguste l'a regardé partir. Puis il m'a regardé. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Aucun de nous n'en avait besoin. Ce soir-là, je suis arrivé à la ferme pour découvrir que je n'avais pas de place pour dormir. Ma mère m'a accueilli à la porte avec l'information livrée sur le même ton qu'elle utilisait pour discuter des prévisions météorologiques. La chambre d'amis est occupée, a-t-elle dit. Tanné reste avec nous pour la semaine. Soutien familial. Je l'ai regardé. Tanné est venu de Casper pour apporter un soutien familial. Il est très proche de ton père. Je n'avais jamais, en 30 ans d'observation, vu Tanné et Conrad échanger plus qu'une poignée de main lors des réunions de famille, mais j'étais trop fatigué pour discuter. J'ai réservé une chambre à l'Extended Stay America sur King Avenue, $89 la nuit, et j'y ai conduit en silence. Je me suis allongé sur le lit de l'hôtel cette nuit-là et j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à la voix d'Auguste au téléphone 3 semaines plus tôt. Le caractère délibéré, le soin. Il y a une avocate à Billings. Son nom est Céleste Bain. J'ai trouvé l'enveloppe dans mon sac. Je l'avais emballée sans y penser ou peut-être en y pensant plus que je ne l'avais réalisé. Je l'ai retournée dans mes mains. Le nom était toujours là, de ma propre écriture, légèrement taché d'avoir été transporté pendant des semaines. Je l'ai mise sur la table de chevet et je me suis endormi. Les 4 jours suivants eurent un rythme que je suis venu à reconnaître comme la version de plaide d'un siège. Chaque matin, j'arrivais à l'hôpital. Chaque matin, Brooke était déjà là, faisant acte de présence sans vraiment être présente, assise dans la chambre sur son téléphone, tapant occasionnellement la main d'Auguste d'une manière qui ressemblait à de l'affection, et qui, en la regardant, me semblait avoir été répétée devant un miroir. Chaque soir, je retournais à l'hôtel. La ferme me restait fermée. Le 3e jour, j'ai apporté à Auguste une portion de soupe maison, poulet et riz sauvage, préparée dans le petit micro-ondes de la chambre d'hôtel avec des ingrédients d'une station-service à 2 pâtés de maison. Ce n'était pas une bonne soupe selon toute mesure objective. Auguste mangea 2 bols pleins et dit que c'était la meilleure chose qu'il avait goûtée depuis une semaine. Brooke est entrée pendant qu'il finissait le 2e bol. Elle a regardé le récipient sur le plateau, puis moi, et a dit, « Tu sais qu'ils ont de la nourriture d'hôpital, n'est-ce pas? Tu n'as pas à faire de la mise en scène. » Le mot atterrit exactement là où elle voulait qu'il atterrisse. Auguste posa sa cuillère. Il regarda Brooke avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de colère, quelque chose de plus froid que la colère, quelque chose de définitif. Brooke, a-t-il dit, va te chercher un café. Ce n'était pas une suggestion. Brooke est parti. Auguste m'a regardé longtemps après que la porte se soit refermée. Elle a dit quelque chose à ton grand-père l'année dernière, a-t-il dit doucement. À propos de toi, quelque chose qui n'était pas vrai. Je suis resté immobile. Elle m'a dit que tu avais refusé d'aider aux finances de la ferme, qu'on t'avait demandé et que tu avais dit non. Il secoua lentement la tête. Je savais que ce n'était pas vrai.
Je l'ai su au moment où elle l'a dit, mais j'avais besoin de l'entendre le dire. Il fit une pause. Maintenant, c'est fait. La pièce était très silencieuse. Grand-père, ai-je dit prudemment. Que as-tu fait? Il regarda par la fenêtre les rimrocs dorés sous la lumière de l'après-midi. Ce qui devait être fait, dit-il. Il y a longtemps. Le 5e jour, Pete a convoqué une réunion de famille. Pas à l'hôpital, mais à la ferme. 19h, la table de la salle à manger, 12 chaises pliantes, ramenées du garage. Un notaire nommé Gerald Pitts, qui a conduit 40 minutes depuis le centre-ville de Billings et a facturé $150 pour le déplacement. J'ai été informé de la réunion via un SMS de groupe envoyé à 11 membres de la famille. J'étais la 12e. Je n'étais pas sur la chaîne de SMS. Tané m'a appelé par accident, je crois, voulant appeler quelqu'un d'autre et l'a mentionné en passant, grande réunion ce soir à la ferme. Ta mère a des papiers. Je suis restée assise dans ma chambre d'hôtel longtemps après cet appel. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé le nom que j'avais ajouté 3 semaines plus tôt depuis une enveloppe tachée, Céleste Bain. Mon pouce plana sur le nom un long instant. J'ai pensé à 30 ans, à un Porsche en été et à une fenêtre donnant sur la grange, à 80 heures par semaine, et à des manuels que j'avais achetés avec l'argent de la pizzeria. Et à une cérémonie de remise de diplôme où la seule personne qui regardait était un homme avec une toute nouvelle tablette et un enregistrement qui le regarderait 100 fois avant de mourir. J'ai appuyé sur « Appeler ». Elle a répondu au 2e coup de sonnerie. Ici Céleste Bain. Je m'appelle Iris Mallory, ai-je dit. Mon grand-père Auguste m'a dit de vous appeler si les choses se compliquaient. Une pause, courte mais significative. Le bureau de Céleste Bain était au 4e étage d'un immeuble sur North Broadway dans le centre-ville de Billings. J'y étais à 8 heures le lendemain matin. Elle était déjà à son bureau. C'était une femme au début de la soixantaine, cheveux argentés tirés en arrière, lunettes de lecture sur une chaîne, le genre de calme qui vient de décennies passées à faire face à des personnes en crise et à savoir exactement quoi dire et quoi taire. Elle s'est levée quand je suis entré et m'a serré la main des 2 siennes. Vous lui ressemblez, a-t-elle dit. Autour des yeux. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis assise. Elle a ouvert un dossier sur son bureau. Il était épais, 2 pouces au moins, usé sur les bords, le genre de dossier qui avait été manipulé de nombreuses fois au fil des ans. Mon nom était sur l'onglet, mon nom complet, Iris June Mallory. Je l'ai fixé. Votre grand-père est venu me voir pour la première fois il y a 17 ans, a dit Céleste. Vous aviez 15 ans. Il venait de voir quelque chose se passer lors d'un pique-nique familial qu'il m'avait dit ne jamais oublier. Elle fit une pause. Il est venu le lundi suivant et nous avons passé 3 heures à rédiger des documents. Il était très précis sur ce qu'il voulait. Très clair. Qu'est-ce qu'il voulait? Elle a tourné le dossier vers moi. Il voulait que la terre vous appartienne, a-t-elle dit simplement. Tous les 200 acres par le biais d'une fiducie irrévocable structurée de telle sorte qu'elle ne puisse être contestée, redirigée ou touchée par quiconque d'autre dans la famille, y compris vos parents, en aucune circonstance. La pièce était très silencieuse. Il a tout signé cette semaine-là, a continué Céleste. Il a financé la fiducie. Il m'a nommé fiduciaire avec pour instruction de vous transférer le contrôle total à son décès ou plutôt si vous veniez à moi et que les circonstances l'exigeaient. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il m'a dit que vous appelleriez éventuellement. Il a dit, et je le cite directement, elle est patiente, mais elle saura quand le moment sera venu. J'ai regardé le dossier avec mon nom dessus longtemps. 17 ans. Il avait fait cela quand j'avais 15 ans, l'été où ma mère a envoyé Brooke au camp artistique du Colorado et m'a mise au travail dans les champs. L'été où j'ai appris ce que je valais pour ma famille. Il savait. Il l'avait vu clairement, et il avait agi discrètement et complètement sans dire un mot à personne. Ma mère le sait-elle? Ai-je demandé. L'expression de Céleste a répondu avant ces mots. Elle a engagé un avocat le mois dernier pour contester la fiducie, a-t-elle dit. Un homme nommé Patrick Lell. Il m'a appelé il y a 4 jours pour se retirer de son dossier. Pourquoi s'est-il retiré? Céleste croisa les mains sur le bureau. Parce qu'en préparant à contester la fiducie, Maître Lell a examiné l'ensemble des documents successoraux de votre grand-père, et il a trouvé quelque chose qui lui a rendu impossible de continuer à représenter votre mère.
Elle a fouillé dans le dossier et a posé un seul document sur le bureau entre nous. C'était un testament. Le nom d'Auguste Mallery en haut, une date dans le coin inférieur droit. J'ai regardé la date. C'était 11 jours après qu'Auguste ait été admis à la Billings Clinic. 11 jours après que le cardiologue ait documenté qu'il était incapable d'effectuer des tâches motrices fines en raison de son état. La signature en bas était le nom d'Auguste. Ce n'était pas l'écriture d'Auguste. Je suis resté un moment avec ça. Puis j'ai compris. J'ai conduit jusqu'à la ferme ce soir-là. La réunion était déjà en cours quand je suis arrivé. Je pouvais voir la lumière dans les fenêtres de la salle à manger depuis l'allée. 12 personnes. La voiture du notaire garée près de la grange. Une berline grise et discrète avec un panneau magnétique sur la porte. Je suis resté assise dans ma voiture de location pendant 4 minutes. J'ai pensé aux documents que Céleste m'avait montrés. J'ai pensé à mon grand-père allongé dans un lit d'hôpital au 3e étage de la Billings Clinic pendant que quelqu'un utilisait son nom sur un morceau de papier qu'il n'aurait pas pu signer. J'ai pensé à Brooke assise dans cette chambre d'hôpital sur son téléphone, tapant occasionnellement sa main. J'ai pensé à une fillette de 9 ans regardant sa mère sourire au mot « mouton noir ». Puis je suis sorti de la voiture et je suis entré. La pièce est devenue silencieuse quand j'ai ouvert la porte. 12 visages. Ma mère en bout de table, le document devant elle, un stylo à côté. Mon père à sa gauche, ne me regardant pas dans les yeux. Brooke à sa droite, qui m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une surprise théâtrale. Le regard de quelqu'un qui savait que je venais et avait préparé une réaction. Tanné était assis près de l'autre bout de la table. Le stylo sans capuchon était déjà sur la table devant la chaise vide. Ma chaise. Je l'ai tirée et je me suis assise. Plaide s'est remise vite. Elle le faisait toujours. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais, a-t-elle dit. Me voici. Elle a glissé le document sur la table. 3 pages. J'avais déjà lu une copie au bureau de Céleste ce matin-là. Je connaissais chaque mot. C'est simple, a dit ma mère. C'est une renonciation volontaire. Tu acceptes simplement de ne pas faire de réclamation contre une succession à laquelle tu n'as jamais contribué. Cela protège la famille. Quelle famille, ai-je demandé. Un éclair de quelque chose traversa son visage. Disparut en un instant. Signe-le, Iris. Sa voix ne trembla pas. Calme. Sûr. Tu n'as jamais contribué à cette famille. Le moins que tu puisses faire est de ne pas en prendre. J'ai regardé autour de la table. 12 personnes. Pas une seule d'entre elles n'a parlé. J'ai pris le document. J'ai lu la première page lentement comme si je la voyais pour la première fois. J'ai senti l'impatience de la pièce, le léger déplacement des chaises, la respiration contrôlée des personnes qui s'attendaient à ce que ce soit déjà terminé. Puis je l'ai reposé. Je l'ai remis au centre de la table, face cachée. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Ce soir ou jamais. Le silence qui a suivi fut la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue dans cette maison. Pete se pencha en avant. Iris, réfléchis bien à ce que tu fais. Je l'ai fait, ai-je dit, pendant 30 ans. Elle a essayé pendant 20 minutes de plus. Elle passa par tous les registres, raisonnable, blessée, froide, déçue. Elle était très douée pour tous. Elle s'était entraînée toute sa vie. J'ai tout enduré sans parler. Puis je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je me suis dirigé vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit derrière moi. Je me suis arrêté, la main sur l'encadrement de la porte. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est pas fini. Je suis sorti dans la nuit froide du Montana et je suis resté sur le porche un instant, respirant. Les étoiles au-dessus de Billings étaient très brillantes. Le genre de luminosité que l'on n'obtient que loin des lumières de la ville, là où la terre est encore ouverte, sombre et immense. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul SMS à Céleste Bain. 3 mots, c'est l'heure. Demain. Sa réponse est venue en 4 minutes. J'aurai tout prêt Iris, votre grand-père serait très fier. Je suis resté sur ce porche un instant de plus. J'ai regardé 200 acres de ténèbres qui portaient mon nom depuis 17 ans à mon insu. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à l'hôtel. Pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, j'ai dormi toute la nuit.
Auguste Mallery est décédé un jeudi matin de novembre. J'étais avec lui. Brooke n'y était pas. Elle avait quitté l'hôpital la veille au soir pour assister à un dîner, un gala de collecte de fonds pour une organisation artistique locale, le genre d'événement qu'elle ne manquait jamais parce qu'elle aimait y être vue. Ma mère était rentrée à 21h pour nourrir les chiens. Mon père s'était endormi dans la salle d'attente, et une infirmière lui avait doucement suggéré de se reposer. Je suis resté. Je me suis assise à côté du lit d'Auguste dans le calme bleu de 3 heures du matin et je lui ai tenu la main et je lui ai parlé des choses qui avaient toujours compté pour nous deux. Le pâturage nord, le grand héron bleu et sa compagne, la façon dont la lumière entrait par la fenêtre de la cuisine les matins d'hiver, l'odeur de la terre après la pluie. Je ne sais pas à quel point il pouvait entendre à la fin. J'ai quand même parlé. À 3h47 du matin, il a pris une longue, lente respiration, puis il fut immobile. Je suis resté avec lui un moment après. Il n'y avait pas de hâte. Les infirmières étaient gentilles. Elles nous ont laissés seuls. Quand je suis enfin sorti dans le couloir de l'hôpital, j'ai appelé Céleste. Il n'était pas encore 4 heures du matin. Elle a répondu au deuxième coup de sonnerie comme si elle avait attendu. Il est parti, ai-je dit. Une longue pause. Je suis désolé, Iris, a-t-elle dit, puis doucement. C'était un homme bon. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Une autre pause, plus douce cette fois. Venez à mon bureau lundi, a-t-elle dit. Les semaines qui suivirent furent les plus dures et les plus pures de ma vie. Dures parce que le deuil est dur, peu importe tout le reste. Auguste avait été le point fixe dans 30 ans d'instabilité. Le perdre a laissé un silence au contour net dans ma vie. Je le sentais le matin, surtout ce silence particulier d'un dimanche où je tendais la main vers mon téléphone pour l'appeler et me souvenais ensuite. Pur parce que pour la première fois, je savais exactement ce que je faisais et pourquoi. Céleste a déposé les documents de la fiducie auprès du tribunal d'homologation du comté de Yellowstone 2 semaines après le décès d'Auguste. La fiducie irrévocable était hermétique, vieille de 17 ans, dûment exécutée, témoignée, notariée et structurée avec la précision d'une femme qui avait passé une carrière à créer des documents irréversibles. Les 200 acres de la ferme Mallery, chaque poteau de clôture, chaque fossé d'irrigation, chaque pied carré de prairie m'ont été transférés intégralement. Pete a reçu la notification par courrier recommandé un mardi matin. Céleste m'a dit plus tard que Pete avait appelé son bureau 4 fois ce jour-là. Céleste n'a pas pris les appels. Je suis retourné à Portland. J'avais un travail à retrouver, une vie que j'avais construite par étapes pendant des années et un chagrin qui avait besoin d'un endroit tranquille pour s'installer. Portland en décembre est gris, froid et incessant, et j'ai trouvé que cela me convenait parfaitement. Je me promenais le long de la rivière le matin avant le travail. Je faisais de la soupe le dimanche. Je me suis autorisé à être triste pour Auguste sans transformer la tristesse en autre chose. Au travail, je me suis lancé dans le projet de restauration de la rivière Columbia avec le genre de concentration qui n'arrive que lorsque quelque chose dans votre vie personnelle s'est enfin, irrévocablement clarifié. Ma superviseure, une femme nommée Dr Patricia Hawkes, qui faisait du travail sur les zones humides depuis 31 ans et avait la patience de la géologie, m'a appelé dans son bureau en février. Le Conseil d'examen fédéral veut étendre le projet Columbia, a-t-elle dit. Il cherche un responsable régional, quelqu'un pour superviser l'ensemble du portefeuille du Pacifique Nord-Ouest. Elle fit une pause. Je vous ai recommandé. Je l'ai regardé. Vous êtes ici depuis 4 ans, a-t-elle dit. Vous connaissez ce travail mieux que quiconque dans mon équipe. Et franchement, Iris, vous avez une façon de regarder la Terre endommagée et de voir ce qu'elle pourrait être. Pas seulement ce qu'elle est, elle inclina légèrement la tête. Ce n'est pas courant. J'ai pensé à mon grand-père nommant les herbes dans le champ nord. Andropogon scoparius, herbe de bison, Stipa comata. Je le prends, ai-je dit. Le même mois, Pete passa à l'action. Elle avait retenu un nouvel avocat, un homme nommé Roger Hatch, d'un cabinet de Billings spécialisé dans les litiges successoraux. Il a déposé une contestation de la fiducie pour ce que les avocats appellent « influence indue », arguant qu'Auguste avait été manipulé pour transférer la terre. J'ai lu le dépôt au bureau de Céleste lors d'un appel vidéo à des centaines de kilomètres de distance à Portland. Elle soutient que vous l'avez fait pression, dit Céleste, sa voix entièrement neutre. Que votre relation avec votre grand-père a été conçue pour influencer ses décisions testamentaires.
J'ai regardé le document sur mon écran. Elle soutient que j'ai passé 30 ans à être traité comme le mouton noir de la famille, ai-je dit, comme une stratégie essentiellement. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un rire authentique. Que faisons-nous? Nous la laissons déposer, dit Céleste, et ensuite nous laissons le tribunal voir ce que nous avons. Ce que nous avions, c'était 17 ans d'administration de fiducie documentée, des déclarations de témoins, des documents notariés, et une vidéo enregistrée sur le téléphone de Céleste 4 ans plus tôt, un clair après-midi de septembre, dans la cuisine d'Auguste. Dans laquelle mon grand-père était assis à sa propre table, regardait directement la caméra, et expliquait avec ses propres mots, dans des phrases complètes et lucides, exactement ce qu'il avait fait et exactement pourquoi il l'avait fait. Il s'était préparé à cela. Bien sûr, il l'avait fait. Pendant ce temps, la situation à la ferme était devenue ce que Céleste appelait délicatement, légalement intéressante. Car voici ce qu'il en était de la ferme de la famille Mallery que personne n'avait pris la peine d'examiner attentivement jusqu'à présent, les 2 maisons sur la propriété. La ferme principale où vivaient mes parents et la plus petite maison d'amis où Tané logeait avec une régularité croissante, étaient toutes deux situées sur des terres qui m'appartenaient désormais légalement, et ce depuis 17 ans. Mes parents avaient vécu sur mes terres à mon insu et sans aucun accord de location formel pendant toute la durée de la fiducie. Céleste m'a présenté cette information dans son bureau un vendredi après-midi de mars, 2 mois après ma promotion au poste de responsable régional, 6 semaines avant la date d'audience. Vous avez plusieurs options, a-t-elle dit. Vous pourriez leur demander de dégager les lieux. Vous pourriez formaliser l'arrangement avec un contrat de location à la juste valeur marchande. Ou vous pourriez. Quelle est la juste valeur marchande, ai-je demandé. Céleste consultait ses notes. Pour les terres agricoles avec des structures résidentielles dans cette zone, les taux actuels se situent à environ $2 800 par mois pour la maison principale. Le chalet serait un supplément de $900. J'ai fait le calcul dans ma tête. 17 ans. Je n'ai pas demandé de paiement rétroactif. Ce n'était jamais l'objectif. L'objectif était tout autre chose. Quelque chose qui avait plus à voir avec la clarté qu'avec l'argent. Plus à voir avec le fait de nommer enfin les choses correctement après des décennies d'étiquetage délibérément erroné. Rédiger les baux, ai-je dit. Céleste a pris note. Conditions standards. Conditions standards. Prix du marché. Le premier du mois. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il y avait quelque chose dans son expression. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Votre grand-père, a-t-elle dit, disait que la terre tient un compte même quand personne ne regarde. J'ai regardé par sa fenêtre le ciel d'hiver au-dessus de Billings. Gris, large et immense. Je sais, ai-je dit. Il me l'a dit aussi. J'ai pris l'avion pour Portland ce soir-là. J'avais une révision de projet le lundi, une réunion d'équipe le mercredi et une date d'audience dans 3 semaines que je n'appréhendais plus. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne gérais pas la distance entre ce que j'étais et ce que ma famille avait décidé que j'étais. Je ne me traduisais pas en des termes qu'ils pouvaient accepter. Je n'attendais pas un verdict que, finalement, j'avais toujours eu le pouvoir de rendre moi-même. J'ai commandé un verre de vin dans l'avion et j'ai regardé les lumières de Billings disparaître sous les nuages. Quelque part là-bas, dans une ferme sur 200 acres de prairie, ma mère avait reçu un contrat de location par la poste cet après-midi-là. Je me suis demandé combien de temps il lui avait fallu pour comprendre ce qu'elle lisait. Je me suis demandé si elle avait appelé Brooke ou Tané en premier. Je me suis demandé pendant exactement 4 secondes si elle avait ressenti quelque chose de semblable à ce que j'avais ressenti chaque jour de ma vie dans cette maison. Puis j'ai fini mon vin, incliné mon siège et je me suis endormi. La date de l'audience était un jeudi de mars. Billings en mars est prise entre les saisons, trop froide pour être le printemps, trop fatiguée pour être l'hiver. Le ciel ce matin-là était de la couleur du vieux béton, et le vent venant des Rimrock avait des dents. J'ai conduit de l'hôtel au palais de justice sur North 27th Street dans une voiture de location, le chauffage à fond, et j'ai pensé à Auguste tout le long du chemin. J'ai pensé à ses mains. La façon dont elles semblaient pendant ces dernières semaines, plus minces qu'elles n'auraient dû l'être. Les articulations plus saillantes, les veines plus visibles, les mains d'un homme dont le corps s'éteignait tandis que son esprit restait vif, délibéré et entièrement le sien jusqu'à la fin. J'ai pensé au fait que quelqu'un avait pris ses mains, ou l'idée de ses mains, l'autorité que ses mains portaient, et les avait utilisées pour signer un document qu'elle n'aurait pas pu signer.
J'ai garé la voiture et je suis resté assise un instant. Puis je suis sorti et je suis entré dans le palais de justice. Céleste était déjà dans le couloir, devant la salle d'audience, debout avec son assistante juridique et une boîte d'archivage pleine de documents. Elle portait un tailleur gris anthracite et lisait quelque chose sur son téléphone avec le calme concentré d'une personne qui avait fait cela de nombreuses fois, et le trouvait ni effrayant ni excitant, simplement du travail, un travail important à faire avec soin. Elle leva les yeux quand elle me vit. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé. « Prête » ai-je dit. Elle hocha la tête une fois comme si c'était la bonne réponse, et qu'elle n'en attendait pas moins. Pete est arrivé 7 minutes plus tard avec Roger Hatch, son avocat, un homme aux larges épaules dans la cinquantaine, avec un beau costume et l'allure légèrement trop confiante de quelqu'un qui avait gagné suffisamment de cas pour cesser de se préparer aussi soigneusement qu'il le devrait. Il ne m'a pas regardé quand il est passé. Pete, si. Son regard était le même que d'habitude, mesurant, évaluant, cherchant la faille. Je la regardais fixement sans rien dire. Brooke était là aussi, assise dans la galerie derrière la table des plaignants. Elle portait un blazer couleur crème et sa coiffure était faite. Elle avait l'air d'assister à une réception plutôt qu'à une procédure judiciaire impliquant sa propre famille. Quand je me suis assise à la table de la défense, elle s'est penchée en avant et a dit assez doucement pour que seul moi puisse l'entendre, « Il n'est pas trop tard pour trouver un accord, Iris. » C'est embarrassant pour tout le monde. Je me suis tourné et je l'ai regardé longtemps. « Rasseyez-vous, Brooke, ai-je dit doucement. Elle s'est rassie. L'audience commença à 9 h du matin. Roger Hatch a ouvert pour la plaignante. Il était soigné et méthodique, construisant son argument comme on construit une maison que l'on a l'intention de vendre plutôt que d'y vivre. Il a décrit Auguste Mallory comme un homme âgé en déclin de santé, susceptible d'être influencé, isolé de sa famille proche par une petite fille qui avait cultivé sa confiance au fil d'années de visites et d'appels téléphoniques stratégiques. Il a utilisé le mot « stratégique » 4 fois dans son allocution d'ouverture. Je l'ai noté à chaque fois. L'introduction de Céleste fut plus courte. Elle a dit 3 choses. Premièrement, que la fiducie avait été établie il y a 17 ans quand Auguste avait 64 ans et était en excellente santé, et précédait tout déclin. Deuxièmement, que la fiducie avait été révisée, maintenue et réaffirmée au travers de 4 consultations juridiques distinctes au cours de ces 17 années, chacune documentée dans le dossier. Troisièmement, que le tribunal allait entendre Auguste Mallory lui-même. Hatch leva les yeux de ses notes à ce moment-là. La juge, une femme dans la soixantaine nommée l'honorable Sandra Puy, qui avait l'expression de quelqu'un ayant vu toutes les variations de dysfonctionnement familial que le Montana avait à offrir et n'était plus surprise par aucune d'entre elles, leva un sourcil. « Monsieur Mallory est décédé, conseiller, dit-elle. »« Oui, votre honneur, dit Céleste. » Il avait anticipé cela. On tamisa les lumières de la salle d'audience pour la vidéo. Elle avait été enregistrée 4 ans plus tôt, un clair après-midi de septembre, dans la cuisine d'Auguste. La lumière était bonne, la même bonne lumière de cuisine qu'Auguste avait toujours aimée, le genre qui traversait la fenêtre et le matin et se déplaçait lentement sur le sol. Il était assis à la table où j'avais mangé 1000 repas enfants. Il portait une chemise en flanelle bleue. Il ressemblait à lui-même. Céleste avait installé son téléphone sur un petit trépied. Avant d'appuyer sur « Enregistrer », elle avait demandé à Auguste de déclarer la date, son nom complet, et de confirmer qu'il était présent de son plein gré et sans aucune pression d'aucune partie. Il l'avait fait clairement et sans hésitation. Puis il avait regardé la caméra et parlé pendant 11 minutes. Il expliquait la fiducie, quand il l'avait établie, pourquoi, et quelles étaient ses intentions. Il décrivit la dynamique familiale sur des décennies avec la clarté d'un homme qui l'avait observé de l'extérieur, même en vivant à l'intérieur. Il décrivit ce qu'il avait vu lors d'un pique-nique du 4 juillet, quand sa petite fille avait 9 ans. Il décrivit une jeune fille de 15 ans travaillant 80 heures par semaine durant un été du Montana, tandis que sa sœur assistait à un camp artistique au Colorado. Il décrivit une diffusion en direct de remise de diplômes regardée sur une toute nouvelle tablette dans la cuisine d'une ferme, seule, parce que personne d'autre dans la famille n'avait pris la peine d'y assister. Sa voix ne trembla pas une seule fois. À un moment donné, il s'interrompit et regarda directement la caméra avec l'expression que je connaissais mieux que toute autre dans ma vie, celle qui signifiait qu'il disait 2 choses à la fois. Si quelqu'un prétend que cette fiducie était le résultat d'une manipulation, dit-il, je veux qu'on m'explique quelque chose. En 17 ans, Iris ne m'a jamais demandé une seule chose. Ni argent,
ni faveur, ni reconnaissance. Il fit une pause. Les personnes qui m'ont demandé des choses, qui s'attendaient à des choses, qui se sentaient en droit d'obtenir des choses, ce n'était pas elles. La pièce était très silencieuse. Cette terre revient à Iris parce qu'elle est la seule à avoir jamais compris ce qu'est réellement la terre, continua-t-il. Ce n'est pas un actif. Ce n'est pas un instrument financier. C'est une responsabilité. Tu en prends soin ou tu ne la mérites pas, il regarda la caméra une dernière fois. Elle en prendra soin. Elle l'a toujours fait. La vidéo se termina. La salle d'audience resta silencieuse un instant de plus qu'il n'était nécessaire. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir la qualité de son silence de l'autre bout de la pièce. La texture particulière d'un silence qui survient lorsque quelque chose dont vous avez été certain pendant très longtemps s'avère faux. La juge puis regarda la table des plaignants. Monsieur Hatch, dit-elle. Votre réponse. Hatch mélangea ses papiers. Il les réarrangea. Il les mélangea de nouveau. Votre honneur, dit-il finalement, je voudrais demander une brève suspension. La suspension dura 40 minutes. J'étais assise dans le couloir avec Céleste et je buvais un mauvais café d'un distributeur automatique et je regardais les pigeons sur le rebord de la fenêtre du tribunal et me sentais, pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, complètement sereine. Céleste vérifia son téléphone, prit une note, raya quelque chose. Il va recommander un règlement à l'amiable, dit-elle sans lever les yeux. Je sais que votre mère ne l'aimera pas, je sais cela aussi. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Que voulez-vous, demanda-t-elle. C'était une question sincère, non stratégique, non rhétorique. J'y pensais un instant. Je veux ce qu'Auguste voulait, ai-je dit. Je veux que la terre aille là où elle doit aller. Je veux que les beaux soient respectés, et je veux que ça finisse. Céleste hocha lentement la tête. Cela, dit-elle, je peux vous l'obtenir. Quand nous nous sommes réunis à nouveau, Hatch se leva et annonça que la plaignante retirait sa contestation et acceptait pleinement la validité de la fiducie. La juge puis regarda la table des plaignants une dernière fois. Pet était assise très droite sur sa chaise, les mains croisées devant elle, son expression composée en quelque chose qui ressemblait à de la dignité. Elle était douée pour ça. Elle l'avait toujours été. Mais ses mains, j'ai remarqué, étaient serrées juste un peu trop fort. La juge rendit sa décision en 4 phrases. La fiducie était valide. Le transfert de propriété était complet et légalement contraignant. Toutes les contestations furent rejetées. La succession d'Auguste Mallory fut considérée comme réglée. Elle abattit son marteau. Il était 11h47 du matin. J'avais été le mouton noir de la famille Mallory pendant 30 ans, 2 mois et environ 16 jours. À 11h47, un jeudi matin de mars, j'étais la propriétaire légale de chaque acre sur laquelle il s'était jamais tenu. Devant le palais de justice, le vent était toujours froid, mais le ciel avait changé pendant que nous étions à l'intérieur. Le gris béton s'était ouvert quelque part à l'ouest, et la lumière passait à travers. Ce genre de lumière large, plate et extraordinaire que l'on obtient qu'au Montana, où le ciel est assez grand pour contenir des contradictions. Je me suis tenu sur les marches du palais de justice et je l'ai laissé se poser sur mon visage. Derrière moi, j'ai entendu les portes du palais de justice s'ouvrir. Je ne me suis pas retourné. Je savais déjà ce que j'allais y trouver, et je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai entendu les portes du palais de justice s'ouvrir derrière moi. J'ai compté jusqu'à 3. Puis je me suis retourné. Pet était debout en haut des marches. Hatch était quelque part derrière elle, déjà sur son téléphone, passant déjà au cas suivant. Brooke se tenait légèrement à gauche de ma mère, les bras croisés, son blazer crème flottant au vent. Tanné était au bas des marches, les mains dans les poches, regardant ses chaussures. Mon père n'était pas là. J'ai rapidement balayé les marches du regard et les confirmé. Conrad Mallory n'était pas venu au palais de justice du tout. Je ne l'avais pas vu à l'intérieur. Je ne savais pas s'il avait été dans le bâtiment et était parti avant le verdict, ou s'il n'était tout simplement jamais venu. J'ai constaté, à ma légère surprise, que je ne ressentais rien à ce sujet, quelle que soit l'option. Pet descendit 3 marches et s'arrêta. Nous étions à la hauteur des yeux l'une de l'autre. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla.
C'était la première fois de ma vie où je me souvenais de me tenir devant ma mère sans ressentir l'attirance de combler le silence. Sans l'ancien réflexe, le besoin de m'expliquer, d'adoucir quelque chose, de lui laisser une porte par laquelle elle pourrait passer confortablement. Ce réflexe m'avait été inculqué pendant 30 ans, et il l'avait bien servi. Il était parti maintenant. Je n'avais aucune idée du moment exact où il était parti, mais en me tenant là, sur ces marches du palais de justice, dans le vent de mars, j'ai remarqué son absence. Comme on remarque une douleur qui a enfin cessé, non pas avec drame, mais avec une gratitude silencieuse et perplexe. Pet parla la première. Alors, sa voix était contrôlée, mesurée, la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle décidait comment reformuler quelque chose. Que allez-vous faire de nous? Voilà. Pas, je suis désolé. Pas, j'avais tort. Pas même, je comprends. Comme si les 30 dernières années étaient un problème de gestion qu'elle me remettait. Comme si j'étais une variable dans une équation qu'elle essayait encore de résoudre. Comme si même maintenant, même debout du côté perdant d'un jugement de tribunal, sa principale préoccupation n'était pas ce qu'elle avait fait, mais ce que j'avais l'intention d'en faire. Je l'ai regardé longtemps. Rien, maman, ai-je dit. Je ne vais absolument rien faire de vous. Elle cligna des yeux. Juste une fois. C'était la chose la plus proche de la surprise que j'ai jamais vue sur le visage de Pet Mallory. Le contrat de location est maintenu, ai-je continué. 2800 $ par mois pour la maison principale, le premier du mois, virement direct sur le compte fourni par Céleste. Si vous voulez rester, ce sont les conditions. Si vous ne voulez pas, je vous donne 60 jours pour prendre des dispositions. J'ai fait une pause. C'est plus que ce que tu m'as donné quand tu as mis mes affaires dans des cartons dans le garage. Un long silence. Tu vas vraiment faire payer un loyer à tes propres parents, dit-elle. Pas une question. Un verdict prononcé sur le ton qu'elle réservait à mes qualités les plus impardonnables. Vous vivez sur mes terres depuis 17 ans, ai-je dit. Le loyer est une courtoisie. Brooke fit un pas en avant. J'attendais cela. Brooke ne restait jamais silencieuse quand elle sentait le récit lui échapper. C'est incroyable, a-t-elle dit. Sa voix avait la qualité particulière qu'elle prenait quand elle jouait l'indignation. Un peu trop fort, un peu trop précis, comme si elle l'avait répété pendant le trajet. Grand-père Auguste aurait honte de toi. Je me suis tourné pour la regarder. Brooke, ai-je dit. Tu lui as dit que j'avais refusé d'aider aux finances de la ferme, qu'on m'avait demandé et que j'avais dit non. Tu lui as dit ça en face alors qu'il était allongé dans un lit d'hôpital. La couleur de ses joues changea légèrement. Il m'a dit, ai-je dit, avant qu'il ne meure, il m'a dit exactement ce que tu avais dit et exactement quand tu l'avais dit. Il m'a aussi dit qu'il savait que ce n'était pas vrai au moment où tu l'as dit. J'ai fait une pause. Alors avant de me dire ce que grand-père Auguste penserait de mes choix, tu ferais bien de réfléchir attentivement à ce qu'il pensait des tiens. Brooke ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Rien n'en sortit. En 32 ans de connaissance de ma sœur, je n'avais jamais vu Brooke Mallory sans mot dire. J'ai noté l'expérience avec une sorte d'intérêt détaché. Comme on note un événement météorologique inhabituel. Remarquable, mais pas quelque chose auquel il faut répondre. Tanné parla du bas des marches. Tu sais que les gens vont en entendre parler, dit-il. Toute la famille, tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je l'ai regardé. Tanné, ai-je dit, tu m'as nommé le mouton noir de cette famille quand j'avais 9 ans. Tu l'as dit assez fort pour que 30 personnes l'entendent, et tu as regardé ma mère sourire, et tu as continué à le dire pendant 30 ans après cela. J'ai laissé cela s'imprégner un instant. Je pense que nous savons tous les deux que ce que les autres entendent de moi n'a jamais particulièrement joué en ma faveur. Je vais m'en sortir. Il regarda le sol. Je me suis tourné vers ma mère. L'enquête policière est en cours, ai-je dit. Je ne l'ai pas initiée et je ne peux pas l'arrêter. C'est entre vous et le bureau du procureur du comté de Yellowstone. Je n'ai aucune implication dans ce qui s'y passe. J'ai fait une pause. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que Patrick Lell a trouvé dans ses documents. Ce que quelqu'un a fait avec le nom de mon grand-père pendant qu'il était alité à l'hôpital. C'est quelque chose que je porterai pour le reste de ma vie. Non pas comme de la colère. J'en ai fini d'être en colère. Je l'ai regardé fixement, comme le chagrin pour lui, pour ce qu'il méritait à la fin de sa vie,
pour ce qui lui a été enlevé. La mâchoire de Pet se serra. Pour la première fois, elle détourna le regard de moi. C'était une petite chose, une fraction de seconde, mais en 32 ans, Pet Mallory n'avait jamais été la première à détourner le regard. Conrad était à la ferme quand j'y suis allé cet après-midi-là. Il était assis sur le porche dans la même chaise qu'il occupait d'aussi loin que je me souvienne, l'ancien rocking chair en bois avec l'accoudoir fendu qu'Auguste avait construit en 1981. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être avait-il toujours eu cette taille, et j'avais passé 30 ans à lui ajouter des dimensions qui n'étaient pas là. Il n'a rien dit quand j'ai monté les marches du porche. Moi non plus, un instant. Je me suis assise dans l'autre chaise, celle où Auguste s'asseyait. Le vent soufflait à travers la prairie. Les rimrocks étaient d'un or pâle sous la lumière de l'après-midi. 200 acres de terre qui portaient mon nom depuis 17 ans à mon insu s'étendaient dans toutes les directions autour de nous. Je ne savais pas pour le testament, a dit Conrad finalement. Sa voix était celle d'un homme qui avait pratiqué cette phrase pendant plusieurs heures et n'était toujours pas sûr qu'elle sonnait juste. Je sais, ai-je dit. Ta mère ? Il s'arrêta, recommença. Elle ne m'a pas tout dit. Je sais cela aussi. Un long silence. J'aurais dû faire plus, dit-il. Au fil des ans, j'aurais dû. Il s'arrêta de nouveau. La phrase avait trop de fin possible, et il ne trouvait pas la bonne. J'ai regardé la prairie un instant. Oui, ai-je dit, simplement, sans cruauté, mais sans l'adoucir non plus. Tu aurais dû. Il hocha la tête. Il pleurait, ai-je réalisé, discrètement, comme quelqu'un pleure quand il a retenu quelque chose pendant très longtemps et que le contenant a finalement cédé. Je suis resté avec lui un moment. Je ne l'ai pas réconforté, mais je ne suis pas parti non plus. Il était toujours mon père. C'était toujours vrai. Ce n'était juste plus la chose la plus importante à propos de l'un de nous deux. Après 20 minutes, je me suis levé. Le contrat de location est avec Céleste, ai-je dit. Signe-le d'ici la fin du mois. Il hocha la tête sans lever les yeux. Je me suis dirigé vers ma voiture. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai commandé le service en chambre pour la première fois de ma vie. Un steak et un verre de vin rouge et un morceau de gâteau au chocolat parce que cela semblait être le genre de soirée qui s'y prêtait. J'ai tout mangé. 3 jours plus tard, je suis retourné à Portland. J'avais un projet de restauration à diriger, une équipe attendant des directives et un morceau de prairie du Montana de 200 acres qui avait besoin d'un plan. J'en avais déjà un. Je le concevais dans ma tête depuis le matin où Céleste m'avait dit que la terre était à moi. Je n'avais pas su jusqu'à maintenant que j'étais enfin libre de le construire. Portland en avril est le plus beau moment de l'année. Les cerisiers le long des South Park Blocks fleurissent pendant exactement 2 semaines, roses et extravagants et complètement indifférents à tout ce qui se passe sous eux. Je les traversais tous les matins en allant au bureau ce printemps-là. Et chaque matin, je pensais à Auguste, à la façon dont il pouvait nommer chaque herbe dans le pâturage nord, à la patience qu'il faut pour aimer quelque chose qui pousse lentement. J'étais de retour à Portland depuis 3 semaines lorsque le premier paiement de loyer est arrivé. $2800 transférés sur le compte que Céleste avait établi le premier du mois, exactement comme convenu. J'ai fixé la notification sur mon téléphone un long moment, non pas avec satisfaction exactement, mais avec quelque chose de plus compliqué. Le sentiment qu'une chose est enfin nommée correctement après des années à être appelée par le mauvais mot. J'ai transmis la confirmation à Céleste et j'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis allé travailler. Le plan pour la Terre s'était formé par morceaux pendant des mois dans les marges d'autres projets, dans les notes que je gardais sur mon téléphone à 2 heures du matin, dans les conversations que j'avais avec des collègues spécialisés dans les écosystèmes de prairies et la restauration des prairies. Je l'ai présenté à la docteure Patricia Hawkes en mai. Elle lut la proposition en silence, ses lunettes de lecture posées sur une tasse de café froid à son coude. Je me suis assise en face d'elle et j'ai regardé les cerisiers devant sa fenêtre perdre leurs dernières fleurs. Quand elle a eu fini, elle a posé la proposition et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous voulez transformer la ferme d'élevage de votre famille en un site de restauration de zones humides et de prairies, a-t-elle dit. Une partie, ai-je dit. 120 acres pour le projet de restauration, les 80 restants pour le pâturage durable, la gestion de la rotation, la récupération des herbes indigènes, la séquestration du carbone, la documentation. L'ensemble de la propriété devient un modèle de travail pour la réhabilitation des prairies. Elle a regardé la proposition à nouveau.
Le cycle des subventions fédérales ouvre en septembre, a-t-elle dit. C'est finançable, Iris. C'est très finançable. Je sais. Elle m'a regardé. Comment allez-vous l'appeler? Je connaissais la réponse à cette question depuis le matin où je me suis tenu sur les marches du palais de justice et j'ai senti la lumière du Montana sur mon visage. Le chant d'Auguste, ai-je dit. Elle hocha lentement la tête. Comme les gens hochent la tête quand quelque chose est parfaitement juste et qu'il n'y a rien d'utile à ajouter. La subvention a été approuvée en décembre. 1,8 million de dollars du programme fédéral de restauration des zones humides avec une contribution équivalente d'une organisation de conservation des terres du Montana qui cherchait exactement ce type de projet dans exactement cette région. Le financement total pour la première phase d'Auguste Field était de 2,4 millions de dollars. J'ai appelé Céleste l'après-midi où la subvention a été annoncée. Il aurait adoré ça, a-t-elle dit quand je le lui ai dit. Je sais. Il parlait du marais en bordure de la propriété. Celui que le héron utilisait. Il disait qu'il se drainait depuis 20 ans et personne n'avait rien fait à ce sujet. C'est la première chose que nous restaurons, ai-je dit. Une pause. Je l'entendais sourire au téléphone. Bien, a-t-elle dit. Je suis allé à Billings en janvier pour marcher sur la terre avec l'équipe de restauration pour la première fois. C'était un matin clair et glacial, le genre de froid qui rend l'air précis, chaque contour net et défini. J'ai quitté la ville avant le lever du soleil et je me suis garé à la barrière et j'ai marché seul le long de la clôture nord en attendant l'arrivée de l'équipe. La prairie était en dormance, d'un or pâle et argenté dans la lumière matinale, les épis des herbes indigènes attrapant le vent en de longues et lentes vagues. Herbes de bison, Andropogon scoparius, Stipa comata. J'ai prononcé les noms à voix haute en marchant, comme Auguste me l'avait appris quand j'étais petite. Le grand héron bleu était là. Je me suis arrêté quand je l'ai vu debout au bord du marais, absolument immobile, une patte levée de cette manière particulière qu'ont les hérons d'occuper l'espace avec une autorité complète. Elle venait à cet endroit depuis des années. Auguste l'avait observé depuis la fenêtre de la cuisine. Il me l'avait raconté lors d'une douzaine d'appels téléphoniques du dimanche. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle s'est élevée lentement et énormément dans le pâle ciel d'hiver et a disparu. Je suis resté au bord du marais longtemps après cela. J'ai pensé à ce qu'Auguste avait dit lors d'un de nos derniers appels téléphoniques. La terre se souvient. Tu la blesses, ça se voit. Tu en prends soin, ça se voit. Elle tient un compte même quand personne ne regarde. Il n'avait pas parlé seulement de la terre. Il n'avait jamais parlé seulement de la terre. L'équipe de restauration est arrivée à 8 heures du matin. 6 spécialistes, 2 de mon bureau de Portland et 4 contractuels locaux avec du matériel et des kits de test de sol, et une carte préliminaire du site roulée sous le bras de quelqu'un. Nous avons passé la journée à parcourir la propriété, à prendre des échantillons, à marquer des limites, à photographier le marais et les sections de prairies dégradées et les endroits où le sol s'était compacté sous des décennies d'utilisation intensive par le bétail. À la fin de la journée, nous nous tenions dans le champ nord alors que le soleil se couchait derrière les rimrocks, et j'ai regardé 200 acres de terre qui attendaient patiemment ce moment précis. Mon principal pédologue, un homme tranquille nommé Davis, qui avait passé 15 ans à faire ce travail et restait visiblement ému par une bonne terre, s'est accroupi et a pressé sa paume à plat contre la terre. Ce sol veut revenir, a-t-il dit. On le sent. Il a été compacté, mais il n'a pas abandonné. Il m'a regardé. Avec les bonnes conditions, toute cette section pourrait être entièrement fonctionnelle d'ici 5 ans, peut-être 4. J'ai pensé à une fillette de 9 ans regardant un coléoptère se déplacer dans l'herbe lors d'un pique-nique du 4 juillet. C'est ce sur quoi je compte, ai-je dit. Cela fait 14 mois depuis la décision du tribunal. J'ai 32 ans, je vis à Portland, je dirige un programme de restauration régionale dont je suis fier de cette manière spécifique et discrète que la fierté ressent quand elle a été construite plutôt que donnée. J'ai une bonne équipe, un projet auquel je crois, et un morceau de prairie du Montana de 200 acres qui devient lentement et délibérément quelque chose qui vaut la peine d'être. Mes parents vivent toujours à la ferme. Les paiements de loyer arrivent le premier de chaque mois sans exception. Ma mère et moi ne nous parlons pas au-delà de ce que le bail exige. Mon père envoie un SMS pour mon anniversaire chaque année, bref. Le texte prudent d'un homme qui essaie de dire quelque chose de plus grand que les mots qu'il a choisis. Je réponds brièvement. Ce n'est pas de la chaleur, mais ce n'est pas rien. Brooke a déménagé à Denver il y a 8 mois.
Je le sais parce que Céleste l'a mentionné en passant lors d'un appel concernant le projet de restauration. Je n'ai pas parlé à Brooke directement depuis les marches du palais de justice. Je ne m'y attends pas. Tanner m'a supprimé de ses comptes de médias sociaux une semaine après le verdict. J'ai découvert cela environ 3 mois plus tard et je n'ai rien ressenti de particulier à ce sujet. Ce que je ressens le plus souvent, c'est ceci, je ressens la liberté particulière d'une personne qui a cessé d'attendre un verdict. Pendant 30 ans, je présentais des preuves de ma valeur, de mes efforts, de ma présence, de mon amour à un jury qui avait déjà décidé. Je continuais à soumettre des preuves de toute façon, comme les gens le font quand ils croient encore que suffisamment de preuves finiront par changer le résultat. Ça ne marche pas comme ça. Je le sais maintenant. Le verdict n'allait jamais venir d'eux. Il n'allait venir que de moi. Je pense souvent à Auguste. Je pense à un homme qui a regardé une fillette de 9 ans se faire moquer à un pique-nique et n'a pas fait de sermon. N'a pas exigé d'excuses, n'a pas fait de scène. Il est simplement rentré et a appelé un avocat et a passé 17 ans à construire quelque chose qui ne pouvait pas lui être enlevé. Il ne me l'a pas dit parce qu'il savait que savoir m'aurait changé, m'aurait rendu prudente, stratégique, méfiante. Il voulait que je reste exactement qui j'étais. La fille qui faisait attention, qui apprenait les noms des herbes, qui s'asseyait à côté de lui à la fin et parlait d'elle et de pain de maïs et de la lumière de la cuisine. Il m'a protégé en me laissant être sans défense. C'était le plus grand cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. En septembre dernier, je me suis rendu à Auguste Field la veille du début des travaux de réhabilitation du marais par l'équipe de restauration. Je me suis garé à la barrière nord et j'ai marché jusqu'au bord du marais seul, comme je l'avais fait en janvier. La lumière du soir était de la couleur de l'or vieilli. Les épis des herbes indigènes se déplaçaient en longues vagues lentes à travers le champ. Je suis resté là longtemps. Je ne me suis pas senti triomphante. Je ne me suis pas senti justifiée. Je n'ai pas ressenti la satisfaction particulière d'une personne qui a vu ses ennemis subir les conséquences de leurs actes. Bien que j'ai vu cela, et je ne ferai pas semblant que cela n'a rien signifié. Ce que je ressentais était plus simple que tout cela. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être, faisant exactement ce que je devais faire sur une terre qui m'attendait, avec une patience que je commençais seulement à comprendre. Je me suis senti, pour la première fois en 32 ans, complètement chez moi. Le héron est revenu à mesure que la lumière s'estompait. Il s'est posé au bord de l'eau et s'est tenu là, dans le crépuscule, absolument immobile. Je suis resté immobile aussi. Nous sommes restés ainsi longtemps, le héron et moi, au bord du marais, sur la terre qui connaissait mon nom. Ils m'ont appelé le mouton noir pendant 30 ans. Ils avaient raison sur une chose. Je n'ai jamais appartenu à ce troupeau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le troupeau paissait sur mes terres depuis tout ce temps. Ceux qui vous sous-estiment ne vous voient pas clairement. Ils voient ce qu'ils ont besoin que vous soyez. Votre travail n'est pas de corriger leur vision. Votre travail est de construire quelque chose de si indéniable que la correction se produira d'elle-même. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été celle que votre famille a sous-estimée? Comment avez-vous retrouvé le chemin vers vous-même? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la vidéo dans la description. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous le méritez.